Nous allons continuer maintenant avec le Mali, où le mouvement de Mahmoud Dicko se dit prêt à travailler avec la transition. Les partisans de cet influent imam conservateur Mahmoud Dicko ont apporté samedi leur soutien à la transition mise en place après le coup d'État de 18 août dernier, se disant prêt à participer à l'organe qui fera figure d'Assemblée nationale jusqu'au retour des civils au pouvoir d'ici 2022. Nous soutenons les organes de la transition, a déclaré lors d'une conférence de presse le porte-parole de la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Dicko, Issa Kaoudjim. La CMAS est prête à accompagner la transition à travers sa participation au Conseil national de la transition. C'est un bon point déjà pour cette transition qui est déjà mise en place. En même temps, si on dit que c'est un bon point pour la transition, je me demande si au niveau du mouvement du 5 juin, ce n'est pas une sorte de désaveu aussi. Bon, je pense que parallèlement au mouvement du 5 juin, on peut dire que c'est un désaveu, mais dans l'ensemble, on peut saluer cette décision du mouvement de l'imam Dicko, parce que quand on analyse tout ce qui a eu lieu au Mali depuis la mobilisation de l'opposition contre la candidature de l'ex-président et les contributions que cet imam et son mouvement ont eu à faire sur le plan politique dans le jeu politique de ces derniers jours au Mali, on peut dire que c'est une avancée vers un peu plus d'accalmie, parce que il a été aussi un poids qui a pesé dans la balance et l'arène politique parallèlement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut souligner avec beaucoup plus de précision dans la crise malienne, c'est que la transition doit prendre en compte beaucoup d'éléments pour éviter de tomber dans des pièges, parce que tout n'est pas encore réglé et il ne faut pas qu'on crie déjà victoire, parce que quand on analyse déjà la recrudescence des djihadistes et puis quelques attaques qui fusent toujours de part et d'autre sur le territoire malien, et quand on analyse la géopolitique de cette région, on peut comprendre que ces crises ou bien ces attaques auraient pu avoir des sources ou bien des origines diverses, parce qu'aujourd'hui, le régime qui est tombé ne peut pas croiser les bras. Il y a la France, il y a les alliances un peu partout. Et donc, l'imam aussi, quand on prend l'aspect religieux dans le conflit malien, il y a beaucoup de connotations. Et pour moi, c'est une avancée qu'il faut saluer, mais permettre en quelque sorte que la transition puisse ouvrir vraiment ses portes pour que on puisse aller vers un Mali uni, un Mali apaisé. C'est ce que nous souhaitons. L'imam Dicko avait dit tout récemment que, en tout cas après la chute d'Ibeka et les débuts de la transition, qu'il retournait à sa mosquée. Finalement, le fait qu'il dise actuellement qu'il va soutenir la transition, on ne peut pas dire qu'il est vraiment dans sa mosquée. Non, il est dans sa mosquée. C'est-à-dire que pour avoir déjà commencé la lutte de libération du Mali dans les mains de Ibeka, il a raison de dire qu'il retourne dans sa mosquée. Tout simplement, il a donné son avis sur comment se déroule la transition. Il y avait eu certes des démêlés entre les composantes de ce mouvement, qui est hétéroclite d'ailleurs, la société civile, les formations politiques et son mouvement, et qui avait été presque déçu au début du lancement du processus d'après coup d'État, et qui a par la suite été un peu récompensé dans la formation du gouvernement, parce qu'il a quelques éléments quand même dans le gouvernement. 3 ministères. Maintenant, au-delà de ça, je crois que il a intérêt à se contenter du minimum, parce que quoi qu'on en dise, les militaires c'est eux qui ont pris le pouvoir et qui ont essayé de le gérer à mieux pour que le Mali sorte, même si à un moment donné il y a des lignes tracées par la CEDEAO pour qu'on puisse aller à un réel sortie de crise et trouver une solution au problème malien en faisant des élections crédibles. Mahmoud Dicko savait qu'il jouait sa crédibilité dans le jeu de ping-pong entre la junte et le mouvement dont il fait partie membre. Parce qu'à un moment donné, au début des négociations, ils étaient carrément ignorés. Et intentionnellement par la junte. Ça veut dire qu'il y a des manipulations qui se sont produites quelque part. Au-delà de ce mouvement M5 et de la junte, il y a la grande masse qui se retrouve aussi, avec qui il faut forcément aller négocier. Il y a ceux qui sont dans la rébellion,
au Nord Mali, le MNLA, le CMA ou autres. Les factions armées. Qu'il faut négocier. Ce sont des factions rebelles qui n'ont rien à voir avec peut-être les terroristes ou les djihadistes. Donc aujourd'hui, il fait si bien de donner son quitus à ce gouvernement qui est finalement, ou à cette jeune qui est finalement rentrée dans les rangs de la CEDEAO. Rentrer dans les rangs voudra dire que la ligne tracée par la CEDEAO a été respectée à la lettre. La CEDEAO aussi a dû perdre certains plumes, parce que il ne sert à rien de tracer la ligne à une force armée. Vous tirez sur un cadavre. Ce qui veut dire en réalité que peut-être c'est les restrictions financières qui ont été senties dans le pays qui a fait obliger la junte à se recueillir. Ça aurait été d'autres juntes, ils vont s'en foutre pas mal. Parce qu'eux, ils vont trouver à manger. Ça s'est produit. Le reste, c'est la CEDEAO, après le cri du peuple, de revenir. Donc moi, j'ai salué cette initiative-là. Donc Diko est dans sa logique, il est toujours dans sa mosquée, sauf qu'il est toujours le faiseur de roi. Il reste faiseur de roi, de voir ce qui va se passer et encore de rebondir. Parce qu'il dit, en amont, qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir. C'est pas un peu, comment dire, un pied de nez qui est fait un peu au M5? Vous savez, la figure de proue des contestations contre IBK, c'est l'imam Diko et M5. À l'issue de l'assemblée d'une semaine, ils ont sorti une charte en 2 volets. Un volet original et un volet artificiel. C'est ça. Et la CEDEAO a tapé 2 points sur la table pour dire que nous voulons un chef de transition, président civil, un premier ministre civil. Ils doivent se conformer à ça avant la levée des sanctions. Comme l'a bien dit Ambroise, la junte s'est conformée à ces 2 dictates. Et les sanctions ont été levées. L'imam Diko a accepté le principe de la CEDEAO et c'est pourquoi il est rentré dans les rangs. Et il n'a une autre issue que d'accepter, d'accompagner la transition. Parce que, la junte a terminé le travail qu'il a commencé en faisant partir IBK. De 2, la junte est toujours au pouvoir et avec certains de ses membres comme ministres et conseillers. Ce qui veut dire qu'il ne peut en aucun cas se défaire de cette transition. Mais on sait, et tout le monde l'a reconnu, c'est l'imam Diko qui était le cheval de proue du M5. Et aujourd'hui, au cours de la conférence de presse, il y a en tout cas son porte-parole qui a reconnu clairement que la coordination des mouvements, associations et sympathisants, ces mouvements qui soutiennent l'imam Diko, tournent la page du M5. Donc c'est un peu les politiques du M5 qui sont perdants dans l'affaire. Oui, on peut dire aujourd'hui que les politiques ont voulu réclamer plus. Et j'ai appris que lors d'une discussion au Kakati avec la junte, l'entretien n'a pas été facile. Il y avait des discussions, il y avait violent, et les gens même sont sortis de la salle, ont pris leur véhicule, et ils sont partis et la discussion est terminée à coup de poisson. Ce qui veut dire que depuis ce jour-là, et ça se passait en début septembre, dans la première quinzaine de septembre, et depuis ce jour, il y a une dissension interne dans le mouvement de M5. Et l'imam Diko a sorti la bonne queue pour dire aujourd'hui, nous sommes avec la transition. Le fait que l'imam Diko rejoigne la transition, puisque forcément la CMAS aura des places dans la prochaine assemblée qui sera mise en place, qui sera constituée de 121 membres, c'est une manière de mettre sous éteignoir ce M5 avec ses politiques. D'une manière, on peut le dire en répondant oui, mais d'une autre manière, je pense que l'imam Diko a voulu peut-être être vigilant parce que quelque part, son mouvement a un habillage beaucoup plus proche d'une organisation de la société civile qu'un parti politique. Et donc, quand on sait comment le jeu politique se joue, et surtout dans son pays, le Mali, il a côtoyé la plupart des leaders du M5, il sait aujourd'hui que le premier champ de bataille, c'était pas
cette histoire de transition. C'était renverser Ibeka. Étant donné que ce champ de bataille est passé, c'est devenu une histoire, l'imam a voulu peut-être se donner maintenant un nouveau cheval de bataille, redéfinir de nouveaux objectifs plutôt, et maintenant permettre à ceux qui sont plutôt proches de son mouvement d'avoir plus d'opportunités dans l'avenir du Mali, au lieu de courir derrière les politiques qui peut-être de façon officieuse ont leur propre agenda qui n'est pas toujours dévoilé peut-être à la face du monde. Et donc, c'est pourquoi je disais dans un volet oui, mais dans l'autre non, parce que quelque part aussi, quand l'imam a dit qu'il n'a pas des ambitions politiques, je dirais également peut-être qu'il ne veut pas être nommé ou bien aspirer à devenir peut-être chef d'État du Mali un jour, certes, mais étant donné qu'il est, que ce soit du côté du mouvement ou de la société civile, acteur et partie prenante de la crise malienne, il est déjà en politique. Et ce faisant, il a des dauphins, il a des pions autour de lui. Et si, personnellement, lui-même, il n'ambitionne pas des postes, je pense qu'il a des gens à positionner pour l'avenir et l'avancée de son mouvement. Ce qu'on dénonce aussi au niveau du Mali, c'est aussi cette mainmise des religieux sur la vie politique. C'est vrai que on avait présenté Ibeka comme, j'allais dire, comment dire, l'homme qui incarnait tous les problèmes du Mali, mais on sait que les problèmes étaient ailleurs. Et il y a notamment cette mainmise des religieux dans toutes les sphères politiques du Mali. Mais c'est ce que continue par faire l'imam Dicko. Oui, ça peut paraître scandaleux au plan religieux du terme, tel que tu l'as si bien soulevé. Parce que Ibeka, c'était aussi l'homme de Dicko à l'époque. Oui, c'est en cela que je disais que c'était le faiseur de roi à tous les candidats, surtout les plus probants, ceux qui sont prédisposés à gouverner demain. Le cas même il a joué un rôle important dans la libération de Soumaïla Cissé. Ouais. Ça voudrait dire que si demain celui-là devient président, il a à avoir. C'est un schéma qui se déroule sans que les gens ne le perçoivent dans le fond. Parce que quand moi j'ai fait mes analyses, la libération, la France qui prend acte et qu'à un moment donné on libère 200 djihadistes et l'autre là, et que la France dit qu'il n'a pas mis son nez dedans et que Barkhane aujourd'hui a peur d'être décapité par les djihadistes libérés. Il y a tout un schéma, tout un scénario qui s'est déroulé sans que seuls les initiés peuvent en maîtriser. Maintenant, aujourd'hui, il est clair que le problème du Mali existait avant l'arrivée de Ibeka. Depuis, bien avant même ATT, les problèmes existaient. Sauf que les problèmes se sont accentués lorsque les djihadistes ont pris totalement le nord. Qu'est-ce qui a ouvert cette boîte de Pandore aux djihadistes? D'aucuns ne saura le dire. Et qui a été pratiquement... Et qui finance les djihadistes. Ça, c'est des questions que l'on ne pose pas, mais qui ont un impact, des conséquences directes sur le fonctionnement de l'État malien, dans l'administration malienne. Des gens, des enseignants qu'on enlève, des chefs. Maintenant, le modus operandi a changé carrément. Ce qui voudra dire que les imams jouent un rôle important et influencent la politique au Mali. Certes, nous sommes dans un État laïque, mais il n'apparaît plus cette essence de la laïcité d'un État malien qu'on peut le constater. Parce que je crois il va falloir reformenter, retracer, redonner une certaine vigueur légitimiste et légaliste à la constitution malienne et nigérienne, parce qu'il s'agit des deux, parce que des gens ont une configuration psychologique islamiste dans la tête, c'est-à-dire pas islamiste au sens islam du terme, mais idéologique dans leur tête, ce qui fait que quand ça tape comme ça, on se dit que on se réfère à tel imam. Même au Sénégal, quand ça parle des mourides et des titanes, ça craint beaucoup de choses. Même les grands leaders politiques se réfèrent toujours à ces leaders-là. C'est dangereux pour un État laïque comme le Sénégal, surtout le Sénégal que moi j'aime bien. Le Sénégal, le Mali, les deux pays que moi j'aime. Je vous le dis que j'aime bien parce que surtout l'État sénégalais est un État qui se veut neutre au-delà de l'immense configuration, comment on l'appelle, quand on prend le mot islamique même a une fibre péjorative, c'est-à-dire que musulmane. Les gens sont à 90% musulmans.
Même si, comme au Burkina, sauf que le Burkina, c'est le Burkina qui est étonnant, comme au Sénégal, on sent une connotation chrétienne très, très forte, alors qu'il y a 92% des musulmans. Depuis Blaise Compaoré, depuis le premier président. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, tel que tu l'as si bien soulevé, il va falloir dissocier ce qui est l'influence religieuse du fonctionnement administratif de l'État. Il faut qu'on y arrive un jour. Que cette histoire d'imam là cesse un bon matin, parce qu'il n'est pas seul, ce n'est pas l'imam seul qui est un guide religieux. Oui. Il y a un archevêque au Mali, il y a des pasteurs évangéliques au Mali. Mais il faut noter que tous ceux-là qui prennent la loi islamique comme les lois de la République constituent un danger pour la République. Et il faut sévir. Il faut sévir sur ces genres de faits. Nous avons remarqué que depuis un certain temps, les écoles coraniques ont bien poussé en Afrique. Et ces lois, ceux qui vont à cette école aiment appliquer seulement ce qu'on leur apprend là-bas, en oubliant que la République a ses lois fondamentales. C'est ça là, le problème. Et au Mali, il y a trop de clans djihadistes. Et tous ces clans ont des parrains étrangers. Tout ce qui s'est passé au Mali la dernière fois, pour parler de libération de l'Algérie, le voisin du Nord a joué un rôle important. Parce qu'au sud de l'Algérie, vous ne verrez jamais ces djihadistes attaquer la frontière algérienne. Parce qu'ils ont des pions là-bas qui sont les garde-fous. Les terroristes qui prennent les otages, ils ont des rapports avec eux. Ils veulent être en paix. Ce qui s'est passé la dernière fois, effectivement, la France a eu le résultat. Elle n'y a pas participé. Elle a eu seulement le résultat que tel est libéré, tel est libéré, tel est libéré. Mais c'est l'Algérie et l'imam Diko qui ont joué le grand rôle. Le grand rôle dans les négociations. Dans les négociations. 30 secondes. Oui, je voulais revenir sur cette question d'influence de la religion en politique. Pour dire quelque part que c'est vrai, quand on rentre dans les grandes religions comme l'islam, le christianisme et autres, c'est flagrant. Mais quand on prend l'essence même du politique, j'avais parlé en tout temps nommant 2 écoles. Moi, mes analyses personnelles m'ont permis de comprendre que la politique, c'est toujours comme un tablier de jeu d'échecs. Et quand vous êtes en face d'un tablier de jeu d'échecs et maths, vous avez d'abord les pions qui sont sur le tablier que les acteurs poussent, les 2 acteurs poussent, voilà. Et donc, les pions sont, je peux dire, identitaires et ont leur identité autonome à eux-mêmes. En même temps, les joueurs aussi sont des êtres qui maintenant font jouer à ces pions leur jeu. La politique, d'après mes propres analyses, est intacte et comparable à ce tablier de jeu d'échecs. Et moi, j'ai su déceler très rapidement que ce soit, même dans les États les plus laïques, la politique est sous l'influence et la gouvernance des esprits du monde spirituel. Je vous explique. Aujourd'hui, si cette recrudescence revient dans les États islamiques, quand on parle de l'islam, on parle de, excusez-moi, entre griffes, Allah. Et ça, nous avons nommé une divinité spirituelle. Quand nous prenons les États occidentaux, la Grande-Bretagne, les États-Unis, on n'a pas des religions directement impliquées dans leur politique, mais on a de grandes loges qui sont impliquées. Allez-y voir qu'est-ce qui se passe dans ces loges si ce n'est pas de la spiritualité. Et donc, quand vous voyez face à la façade du monde des États qui défendent chacun leurs intérêts et qui se soutiennent, là où vous voyez la France, vous allez voir les États-Unis, c'est souvent suivant ces affinités de loge et de spiritualité. C'est pourquoi, laissez-moi terminer, je dois rendre l'antenne. c'est pourquoi l'islam aujourd'hui est